Takatanga. Par les phénomènes, Baka toutes les parties touchées, restaurer la paix dans objectif social de la population avec d'autres couches Takatanga. Par les phénomènes, Baka toutes les parties touchées, restaurer la paix dans objectif social de la population avec d'autres couches. Par les phénomènes, Baka toutes les parties touchées, restaurer la paix dans objectif social de la population avec d'autres couches. Par les phénomènes, Baka toutes les parties touchées Takatanga. Restaurer la paix dans objectif social de la population avec d'autres couches. Par les phénomènes, Baka Takatanga. Toutes les parties touchées, restaurer la paix dans objectif social de la population avec d'autres couches. Par les phénomènes, Baka Takatanga. Toutes les parties touchées, restaurer la paix dans objectif social de la population avec d'autres couches. Par les phénomènes, Baka Takatanga. Merci de votre confiance à la télé républicaine. Bienvenue dans cette édition d'information consacrée à l'actualité de la semaine qui s'achève. D'abord, les habitants d'Imbujimaï continuent à pleurer leur mort. Le bilan de l'explosion du dépôt des munitions s'alourdit donc. On parle de 21 morts et de plusieurs blessés, sans compter les dégâts matériels importants. Et pendant ce temps, dans la province que préfère le Katanga donc, les chefs coutumiers sont donc associés à la recherche des solutions au phénomène Bakata Katanga. Dans leur échange avec le ministre de l'Intérieur, ils ont appelé les miliciens à déposer les armes. Et puis au Parlement, tout au long de ces semaines, les sénateurs ont déclaré recevable le projet de loi des finances pour l'exercice 2014. Le document du gouvernement a été envoyé à la commission économico-financière pour harmonisation. Voilà donc pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. D'abord, poursuivons sa série de contacts à Lubumbashi avec le notable Katangais pour mettre fin au phénomène Bakata Katanga. Le ministre de l'Intérieur, Mouyej Manguezimans, a donc conféré avec le chef coutumier, conduit par le grand chef Monongo. Ces autorités traditionnelles ont donc axé leur échange avec le ministre de l'Intérieur sur les pistes devant mettre fin à ce phénomène Bakata Katanga. Reportage avec notre confrère Oscar Mbalkaïj. La démarche entreprise par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguezimans, c'est de plus écouter les avis des uns et des autres, surtout des chefs coutumiers venus des 22 territoires du Katanga, pour orienter son action, sécuriser les personnes et leurs biens et mettre ainsi fin au phénomène Bakata Katanga. Sous la conduite du président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, les grands chefs Godefroid Munongo Msiri Mwenda Bantoua Bayeke, les chefs coutumiers ont sollicité du gouvernement de la République le renforcement des hommes en uniforme dans leurs milieux respectifs, la valorisation du pouvoir coutumier appelé à être consulté tout le temps et l'encadrement de la jeunesse, gage du retour d'une paix durable. Ce que nous recherchons, nous, le pouvoir coutumier du Katanga, c'est la paix. La paix, le rassemblement pour un meilleur développement. Alors ces phénomènes-là ne nous permettent pas de vivre dans la paix, de cultiver nos champs et d'aller de l'avant. Nous allons donc étudier avec les collègues comment contribuer activement afin de ramener la paix dans ce pays. Nous, on essaie de rassembler, mais si on n'arrive pas, que le pouvoir et l'armée fassent son travail. Au nom de ses pairs, le grand chef Godefroid Munongo Mwenda Bantou a invité les Bakata Katanga à se rendre. On appelle à la raison, on les conseille vivement.
que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du Katanga, de pouvoir se rendre, se présenter soit au chef coutumier à proximité, ou au responsable de l'armée ou de MONUSCO, afin de rentrer dans les centres qu'il faut et être réintégré dans la société congolaise. En quoi le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mons, cette série de contacts, entamée depuis près de 2 semaines, va se poursuivre avec d'autres couches sociales de la population. Objectif, restaurer la paix dans toutes les parties touchées par le phénomène Bakata Katanga. Et toujours à propos de ce phénomène Bakata Katanga qui secoue la province du Katanga, ce phénomène préoccupe le gouvernement qui tient à tout prix à mettre fin à cette aventure. Le ministre de l'Intérieur, toujours qui séjourne dans cette partie de la République démocratique du Congo depuis quelques jours, a donc réuni samedi dernier dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Lubumbashi toute la notabilité katangaise réunie au sein de la fondation katangaise en vue de trouver des pistes de solutions et éradiquer ces phénomènes. Reportage. Cette rencontre vaut son pesant d'or à en croire les participants à cette réunion initiée par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguez-Mons, dans le cadre de la Fondation katangaise, une structure qui regroupe toutes les communautés vivant au Katanga. Le Katanga, une province confrontée aujourd'hui à quelques problèmes sécuritaires. À travers cette représentation, le ministre Richard Mouyej Manguez-Mons a écouté les avis des uns et des autres pour mettre fin au phénomène Bakata Katanga. Le vice-président de la Fondation katangaise, qui a évoqué quelques frustrations dues au manque d'encadrement de la jeunesse, a proposé quelques pistes de solutions au cours de cet échange de près de 3 heures. Moi, je crois que c'est le réalisme. C'est-à-dire que là où il y a la famille, si on constate qu'il y a des problèmes, il faut qu'on se concerte, qu'on soit en consensus et puis on avance ensemble. Que nous aurons à sensibiliser nos membres par une assemblée que nous allons organiser pour leur restituer la vérité sur tout ce qui a été dit. Il en est de même sur la sécurité, il en est de même sur la décentralisation. Il était clair, ce qui est vrai, les choses sont claires parce que la manière dont les gens ont commencé à suyer notre tribu Balouakat, en tout cas, ce n'était pas vraiment bon. Parce qu'à propos du général Djomombi, cette rencontre de haute portée politique a fait déplacer plusieurs personnalités et autorités coutumières, dont le président de l'ANATC, Alliance nationale des autorités traditionnelles. L'écart qui existe entre décentralisation et découpage est démontré que le découpage ne peut en aucun cas constituer une pesanteur pour la mise en œuvre de la décentralisation. Et toutes ces explications ont été données. Apparemment, tout le monde a suivi et souvent, c'est des polémiques qui sont animées de mauvaise foi. Et les démons des divisions qui hantent la province du Katanga jusqu'à être à ce jour le ventre mou de l'insécurité généralisée ne surprend donc personne. Les analystes de la politique nationale considèrent cet état des choses comme un héritage légué au lendemain de l'indépendance avec la sécession katangaise. À ce jour, la résurgence de l'insécurité devra permettre au gouvernement à prendre des mesures appropriées pour sanctionner les commanditaires. Je vous propose ce commentaire de la rédaction. Il fallait interroger l'histoire du Congo au lendemain de l'indépendance pour s'imprégner de la révolution suscitée par Moïse Tshombe avec la fameuse sécession katangaise. Scission qui a même conduit au trépas le Suédois, secrétaire général de l'ONU de l'époque. Plus de 50 ans passés, le Katanga a évolué en parfaite harmonie avec d'autres provinces du pays. C'est aussi bien sous Mobutu que sous Laurent Désiré Kabila. Et Joseph Kabila, lui, héritier de cette concorde nationale, ne peut que se casser en 4 pour la consolider. Mais hélas, ce Katanga, qui visiblement était exorcisé de ses vieux démons séparatistes, redevient le ventre mou de l'insécurité généralisée et des injustices les plus abjectes. Cette province connaît aujourd'hui une équation à géométrie variable. Le traçage du triangle de la mort qui s'étend du Manono, Poeto et Mitwaba n'offre que de l'insécurité aux paisibles citoyens katangais. Les événements qui ont simultanément prévalu le 30 décembre dernier n'en sont que des signes symptomatiques d'une longue incubation.
Cette sorte de comédie dont les présumés commanditaires ou acteurs n'ont pas su mesurer la grandeur de la tragédie semble sonner définitivement les tocsins dans les oreilles des autorités. Depuis, les choses s'activent. Les services deviennent de plus en plus aux aguets. Ce sont des perquisitions en cascade qui se font dans le Katanga pour en savoir un peu plus sur des éventuels mobiles de tous ces stratagèmes d'arrière-garde. Aux yeux de certains analystes de la situation, les autorités auraient laissé très longtemps traîner cette période d'incubation où la milice des Gédéons pouvait allègrement faire une intrusion à l'aéroport de la Loano. C'est dans ce contexte que les Maïmaï Bakata Katanga s'étaient signalés à petit feu, à l'époque sans que des mesures drastiques ne soient prises à leur encontre. Finalement, aujourd'hui, l'apparition du syndrome accuse un grand mal à soigner. Le spectre des exactions se signale. Des violences, à l'instar de celle du Grand Kivu, s'invitent également dans la province qui préfère. Le cas suscite une intervention musclée et sans complaisance de la part du gouvernement. Mukongo Bila, John Numbi et Mouezin Kongolo, dont les résidences y ont été perquisitionnées, ne sont peut-être que les premières cibles de tout un florilège d'enquêtes à engager s'il faut remettre rapidement de l'ordre dans la boutique. 72 heures après l'explosion du dépôt des munitions qui a fait beaucoup de victimes et des dégâts matériels importants dans la ville de Mbujimaï, l'heure est à l'enquête pour déterminer les responsabilités. Le bilan, qui faisait bien sûr état vendredi dernier de 5 morts, s'est alourdi. On parle maintenant de 21 morts et plusieurs blessés, sans pour autant compter les dégâts matériels importants enregistrés dans cette ville. Léon Kankolongo Chilomboiji, journaliste d'une radio locale, joint par notre rédaction, nous donne ici le climat qui a rogné en Mbujimaï en ce dimanche. L'explosion, c'est vendredi 25 janvier 2014, du dépôt secondaire de munitions au Cambre 4 Nongolo, situé au sud-est de la ville de Mbujimaï. Il était 13h45 lorsqu'une pluie avec détonation tomba au sud de la ville. Selon certains témoins, une foudre est tombée sur le dépôt en question et à la base de ce drame. Le gouvernement provincial, par la bouche du gouverneur de province, Alphonse Moïkatangi, avance le chiffre de 17 morts, 48 blessés et 7 maisons fortement endommagées. Toutefois, le bilan peut s'alourdir, a précisé le numéro 1 Kassa oriental. Seriez que cela puisse paraître, beaucoup d'obus sont tombés partout dans la ville et dans le village environnant, faisant des victimes isolées. Le gouvernement provincial de Kassa oriental a promis prendre en charge les victimes et un deuil de 2 jours a été décrété à partir de ce samedi 25 janvier 2014. Toutefois, le sinistré ne savent jusque-là où mettre de la tête. Même les institutions hospitalières sont débordées, surtout par manque de produits appropriés. Le gouvernement national vient de dépêcher en Mbujimaï une délégation composée du vice-premier ministre et ministre de la Défense, M. Louban Tamboué, qu'accompagne celui de la Santé, Félix Kabangé, et quelques techniciens militaires pour alléger les souffrances des victimes et apporter l'expertise militaire pour ce genre d'événements. Léon Kankolongo Chilomboji pour la Télé 7. Rendons-nous cette fois-ci à l'Assemblée nationale, comme au Parlement, mais on passe par l'Assemblée nationale, le projet de loi portant dispositions particulières applicables au projet de coopération a été soumis à la représentation nationale pour examen. Le vice-ministre aux Finances qui a présenté ce projet de loi devra retourner à l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne des élus du peuple sur l'opportunité de cette initiative du gouvernement. Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo pour le reportage. Pendant plus de 2 heures, les élus se sont penchés pour examiner sans complaisance ces projets de loi présentés par le vice-ministre aux Finances en vue de sa mise en œuvre pour l'éclosion d'un partenariat public-privé visant la mobilisation de fonds importants pour les projets de coopération dans les secteurs miniers, agricoles, forestiers, hydrauliques et des hydrocarbures. Patrice Kitebi précise que ce partenariat peut permettre à la RDC de réaliser à travers les conventions de coopération de projets dans les différents sites ciblés à travers le pays.
La possibilité est accordée aux entreprises, les groupes d'entreprises, les sociétés ou établissements intéressés selon un partenariat tacite signé avec le gouvernement pour l'exploitation des ressources naturelles sur l'étendue du territoire national. Au cours du débat, les députés nationaux sont restés partagés. Les uns encouragent l'initiative, les autres ne trouvent pas opportun ce projet de loi. Et puis au chapitre des réactions, cette loi divise déjà les députés Thomas Lokondo et José Makila par exemple, issus de forces politiques, majorité et opposition. Ils estiment que cette matière relève de la compétence du chef du gouvernement qui devait à chaque fois signer un décret en lieu et place du Parlement. Ils sont ici au micro de Thierry Kassongo et Blanchard Kandolo. Oui, le ministre nous présente une loi qui apparemment allait aider le pays à booster son économie, qui n'est pas une mauvaise chose, mais l'article 4 et 5 ne sont pas tellement clairs, parce que les conditions d'éligibilité doivent être définies dans la loi et par la loi, sinon ça devient de l'arbitraire. Nous avons souhaité que dans les conditions d'éligibilité, il faut que ce soit des entreprises qui viennent avec des grands projets d'envergure pour booster le secteur économique, mais sans pour autant fragiliser certaines lois sur des ressources naturelles. Nous avons souhaité que ce soit clair. Deuxièmement, on demande au président de la République de signer certaines dispositions réglementaires. Non, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le Premier ministre et c'est du domaine du Premier ministre que nous le voyons aujourd'hui avec les contrats chinois. Il est difficile pour un parlementaire de pouvoir suivre et avoir des informations sur le contrat chinois. Comment ça se passe, dans quelles conditions cela a été signé, comment ça se déroule. Il est difficile de contrôler parce que notre travail, de par la Constitution, son article 100, c'est de contrôler et légiférer. Pour moi, il relève du domaine réglementaire, parce que tout ce qui est dit là est consigné dans plusieurs lois qui existent déjà. Quand vous prenez le titre 3 relatif au régime fiscal et autres, mais il y a des codes qui existent. Le code minier existe, le code forestier existe, le code des investissements existe, la loi sur la TVA, la loi sur l'agriculture, qui contiennent tout ça. Et tous ces codes-là, toutes ces lois-là, ont des particularités, accordent des allègements fiscaux qui sont prévus pour ce genre de choses. Je ne comprends pas pourquoi on doit voter une loi simplement pour faire une inflation législative. Et toujours au cours de cette semaine qui s'achève, finalement, les sénateurs ont adopté jeudi dernier la loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques commis dans la période comprise entre 2003 et 2013, donc 10 ans. La nouvelle loi est donc votée dans le but de régler les problèmes de cohésion nationale qui se posent au pays depuis quelques années. Toutefois, elle exclut de son champ d'application le crime de guerre, le crime de génocide, le viol et enrôlement d'enfants dans les groupes armés. Serge Poueté et Blanchard Kandolo pour le reportage. La loi sur l'amnistie est passée à l'unanimité au Sénat. Vu son importance pour l'unité de la RDC, les sénateurs ont voulu donner au pays cet instrument qui amène à la cohésion nationale. Cette mesure de clémence concerne toute personne, auteur, co-auteur ou complice des faits infractionnels commis de 2003 à 2013. La présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions de biens, meubles et immeubles, ainsi qu'aux autres droits et frais dus aux victimes de faits infractionnels amnistiés. La loi sur l'amnistie a une très grande importance du fait qu'elle va permettre la matérialisation de la cohésion nationale prônée par le président de la République. Si nous prenons seulement le cas du MLC, depuis les affrontements qui ont eu entre les éléments de Jean-Pierre et ceux de la garde républicaine, il y a des militaires qui sont en prison, il y a d'autres qui ont fui, qui sont à Brazza. Et
Il est difficile dans ces conditions-là de parler de la cohésion nationale si nous ne pouvons pas nous pardonner, oublier pour bâtir ensemble. Tel est l'esprit de cette loi-là. La présente loi votée exclut de son champ d'application le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les infractions de torture, des traitements cruels, les infractions de viol et d'autres violences sexuelles, l'enrôlement d'enfants et toute autre violation grave. Toute personne éligible à cette amnistie devra prendre au préalable l'engagement formel de s'abstenir de commettre à l'avenir le même fait infractionnel. À défaut, le bénéfice de la présente loi ne leur est pas acquis. Toujours à propos du Sénat, il faut retenir que les sénateurs ont jugé recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2014 déposé par le gouvernement. Il faut noter que les élus, même si ils ont accepté ces documents du gouvernement, ils ont quand même beaucoup de critiques à faire à ce propos. Voici l'extrait, bien sûr, de la réaction qui a été choisie par nos reporters qui se sont rendus au Palais du Peuple pour l'examen, lors, bien sûr, de l'examen de cette loi. Suivez. Dans ce deuxième face-à-face avec le sénateur, le vice-premier ministre et ministre du Budget s'est voulu rassurant. Moukoko Samba, qui répondait ainsi aux préoccupations soulevées par les élus des élus, a reconnu certaines erreurs dans la comptabilité de la TVA. Le ministre du Budget a rappelé aux sénateurs la vision du gouvernement, celle de faire de la République démocratique du Congo un géant au centre de l'Afrique. Il a par la même occasion expliqué le contexte dans lequel ce budget a été élaboré. Les visions 2014 sont basées sur ce que nous réalisons concrètement en 2013. Bien sûr que chaque année, il faut viser de réaliser un peu plus. Mais il ne faut pas projeter dans le vent. Donc nous ne projetons pas dans le vent, nous projetons sur des bases réalistes et concrètes. Maintenant, notre budget, c'est quand même une bonne partie en ressources extérieures. C'est des ressources, c'est pourquoi nous ne disons pas recettes. Ce n'est pas de l'argent que nous allons collecter. C'est des ressources que les partenaires mettent à la disposition du gouvernement pour financer un certain nombre de projets. Nous avons un problème pour avoir une meilleure capture de cette information, tout comme nous avons un problème pour que les projets s'exécutent de manière un peu plus rapide. Après cette réplique, la plénière a jugé recevable le document du gouvernement. Il a été envoyé à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Et pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante a donc annoncé la suspension de l'élection du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, une décision consécutive aux multiples reports de cette élection due à l'absence des candidats à ce poste. Ici, de noter qu'en vertu de l'article 168 de la loi électorale, seule la majorité est autorisée à présenter un candidat pour remplacer l'un de ses membres qui occupait ce poste. L'annonce de la suspension a été faite mardi dernier au cours d'un point de presse tenu par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage avec Paul Félicien Nangana et Fiston Bougny. C'est désormais officiel, la Commission électorale nationale indépendante vient de suspendre l'élection du vice-gouverneur du Sud Kivu. Ne peuvent concourir que les membres de la majorité présidentielle, car Jean-Claude Kibala, aujourd'hui ministre du gouvernement Matata, était issu de la majorité au pouvoir. Pour le rapporteur de la CENI, qui a annoncé cette décision du report, est prise malgré des échanges avec la MP, la CENI continue à attendre la réaction de cette plateforme politique pour donner à la province du Sud Kivu son vice-gouverneur. Surtout que l'électorat soit disponible, parce que imaginez-vous que s'il faut demander à celui qui a le droit de convoquer l'Assemblée provinciale du Sud Kivu en session extraordinaire, juste pour venir élire le vice-gouverneur, ça a un coût. Imaginez payer les billets de tous ces gens-là. Et quand nous organisions même nous ça pendant ce temps, c'est parce qu'ils sont en session extraordinaire qui était déjà convoqués. Nous allions nous greffer. Donc quand toutes ces conditions seront réunies, nous vous tiendrons au courant et nous vous inviterons, avant même de sortir,
la décision, nous échangerons avec vous pour que vous puissiez informer votre peuple. Surtout avoir la patience parce que c'est depuis septembre qu'il y a vacances. Non, c'est depuis le 9 mai 2012 qu'il y a vacances. Parce qu'il n'y a pas eu d'appel. Patience, ne cherchons pas à nous accuser les uns et les autres. Par la même occasion, la CENI a annoncé l'irrécevabilité de la candidature d'une candidate Fora Mathilde en application des dispositions des articles 159 et 160 de la loi électorale. L'élection du remplaçant de Jean-Claude Kibala dépend donc désormais de la réaction de la majorité présidentielle. Un autre dossier ou actualité qui a marqué la semaine, c'est cette affaire de taxibus 207. Il faut noter que la mesure était frappée, bien sûr, ces bus d'accéder au centre-ville ou dans la commune de la Gombe. Le Premier ministre a finalement décidé de suspendre l'application de cette décision en vue de préserver la paix sociale. Les 207 donc peuvent encore circuler jusqu'à Gombe pendant 45 jours. En contrepartie, ils doivent impérativement passer par un moratoire ou passer par le contrôle technique. La décision est contenue dans un moratoire rendu public mercredi dernier après une réunion de crise présidée par Matata Ponyo, Premier ministre. Le ministre des Transports et le gouverneur de la ville de Kinshasa ont donc pris part à cette rencontre qui a eu lieu à la primature, nous dit Doudou Ndombe. La ville était en ébullition après l'annonce de la mesure d'interdiction de circulation en ville pour les véhicules de marque 207. La décision a été prise par le commissaire divisionnaire de la police nationale, Célestin Kanyama. L'homme est connu pour sa rigueur. Conscient que cette mesure risquait d'handicaper les secteurs des transports en commun, Matata Ponyo a donc baissé la tension en prenant la décision de surseoir cette mesure. Cette mesure ne va pas s'appliquer comme initialement prévu à partir de ce vendredi. Donc elle ne va plus s'appliquer. Il est sursis à l'exécution de cette mesure jusqu'à nouvel ordre. Cependant, pour éviter les accidents, ces véhicules doivent passer au contrôle technique, ceci de manière obligatoire. Ils ont 45 jours pour arranger leurs phares, leurs portières et mettre la couleur bleu-jaune. Ils ont 45 jours. Après les 45 jours, il y aura un contrôle qui va se faire. Et d'autres mesures, comme le ministre vient de le dire, je vais les communiquer tout à l'heure parce que nous aurons une grande réunion avec le ministre, avec toutes les structures qui gèrent ce secteur de transport. Le gouvernement rassure qu'à l'horizon avril 2014, 250 minibus et 70 autres bus vont arriver à Kinshasa. Par contre, les motos sont interdites de circuler dans la commune de Gombe dès ce vendredi 24 janvier. Voilà qui termine cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne suite de programme sur la télé républicaine Télé 7. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.